Et oui, bonjour, la communauté de coups critiques. C'est encore moi, Pépé. Et on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur mes découvertes du mois, mais plutôt mes découvertes des mois de août et septembre. Et oui, j'ai été très occupé en août, j'ai été aussi très occupé en septembre pour différentes raisons, dont certaines vont être annoncées sur la chaîne prochainement. Mais inquiétez-vous pas, il y a rien, c'est rien de négatif, bien au contraire, mais j'ai eu beaucoup moins de temps que prévu dans mes lectures, dans mes découvertes. Vraiment, j'ai moins peaufiné, j'ai moins cherché au travers des différents ouvrages et autres milieux de l'interweb à la recherche de différents modules, aventures ou jeux complets à vous présenter. Alors, j'ai un peu moins de stock cette fois-ci, mais j'ai décidé de comptabiliser en fait mes 2 mois, août et septembre, ensemble, et de également aussi prendre un peu de temps pour pouvoir présenter quelques campagnes de socio-financement qui sont soit lancées ou qui vont être lancées selon le moment où vous écoutez cette vidéo, au moment où celle-ci sera publiée. D'après moi, si mes calculs sont bons, cette vidéo devrait sortir juste avant début août, donc il va en avoir quelques-unes qui vont déjà être entamées, mais on va prendre le temps de regarder tout ça ensemble. Et on commence ainsi avec Mort à Xenia. Un projet bien unique et francophone. J'ai eu le plaisir, en fait, l'occasion de jeter un coup d'œil sur l'aventure qui porte le nom de Mort à Xenia, publié par le Vieux Geek et son comparse Willy Cabourdin. En fait, plus précisément, les deux se lancent leur propre boîte, FIA Édition. Mort à Xenia est ainsi vraiment le premier projet de l'entité, invitant par le fait même le public à les encourager pour la pérennité de leur prochain projet. Mais Mort à Xenia existait déjà, sous une forme et un fond différents. En fait, parce que le Vieux Geek, c'est un rôliste passionné qui avait déjà publié par le passé son aventure. Et cette fois-ci, il s'agit d'une nouvelle édition améliorée et avec aussi justement l'apport de Willy Cabourdin aux commandes du visuel et compatible toujours avec la 5e édition de Donjon Dragon. J'ai eu l'occasion de le lire, de passer au travers du PDF et je vais vous on peut parler de quoi, de retourner un peu sur quoi peut porter cette aventure, mais on va commencer avant toute chose avec justement l'espèce de petit synopsis qui est disponible. L'infâme nécromancienne Xenia a enlevé le prince Jaeradou, héritier du royaume de Beaujolais. Il est grand temps d'aller libérer le captif et de vous couvrir d'or et de gloire. L'odieuse se terre dans une ancienne ziggourate perdue sur un étroit plateau de la montagne noire et justement, vous l'avez trouvée. Autour de la construction, l'herbe est rabougrie et malade, aucun son animal n'est audible, un fin brouillard vous enserre, se glissant sous vos vêtements et vous glaçant jusqu'aux os. Vous êtes face à l'escalier menant au sommet de la construction, où 2 torches encadrent une sombre entrée. Que faites-vous? Et c'est comme ça que débute l'aventure. Mort à Xenia, c'est une aventure, comme je l'ai dit, compatible pour la 5e édition, pour des personnages Antoine niveau 4, mais qui a, franchement, on ne se le cachera pas, à la saveur d'un module old school OSR très à la manière des premiers vieux donjons de Donjon Dragon. C'est assez mortel, dangereux, qui va déloger, je trouve, du classique D&D aventuresque à grand déploiement. Mais ce n'est pas parce que le tout se déroule dans une ziggourate magnifique que l'aventure ne possède pas son lot de rencontres sociales et d'échanges possibles. En soi, Mort à Xenia, il y a beaucoup de stock en annexe en plus de l'aventure directement incluse dans l'ouvrage, et du stock en fait en annexe qui permet de renouveler en soi l'expérience ou d'utiliser des nouveaux éléments dans différentes parties. Et moi, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup parce que justement, ça favorise une réappropriation. Une fois qu'on a fait jouer le module, ce n'est pas terminé. On a quand même accès facilement et rapidement à différents éléments supplémentaires qui sont en annexe justement du livre, de l'aventure en soi. On a des personnages pré-tirés qui sont disponibles, une table de coups critiques avec la possibilité de découper les coups critiques en espèce de petits cartons pour les piger au hasard si jamais vous souhaitez vraiment déchirer votre livre ou le saboter, mais que vous aimeriez pouvoir tirer au hasard au lieu de lancer un dé sur une table de coups critiques. Il y a les cartes, bien sûr, de la ziggourate et des zones environnantes. Il y a des nouveaux sorts, des nouveaux monstres, des nouveaux objets magiques, et pour ça, je suis toujours bien fan. Il y a du stock réutilisable, et surtout avec un ton décalé, que j'apprécie beaucoup. Alors que parfois, les produits de la 5e édition sont souvent, parfois génériques,
très neutre, médiéval, fantastique. Là, on est plus dans une espèce de ton un peu salace, humoristique. Ça fait différent. Je trouve que c'est original et c'est surtout aussi très beau. Willy Cabourdin a vraiment une touche personnelle que j'aime particulièrement, avec beaucoup de teintes de mauve. Et en fait, ça donne une personnalité à l'ouvrage. On sait exactement ce qu'on regarde, on sait exactement ce qu'on lit. Et ça vient teinter par le fait même l'imaginaire, mais aussi la référence facile. On comprend exactement, si je vous dis une aventure de Donjon Dragon 5e édition avec beaucoup de mauve à l'intérieur, on va penser à Mort à Xenia. C'est En soi, l'aventure n'est pas encore disponible, mais quoi qu'au moment où justement cette vidéo-là va sortir, que vous soyez sur Patreon ou même par après, lorsqu'elle va être publique, le financement est pour fin septembre ou mi-septembre, j'ai pas encore vraiment la date, et la réception en octobre. Donc ça devrait aller assez vite. J'espère qu'au moment où vous écouterez ces douces paroles à vos oreilles, mais que le financement ne soit pas terminé, ou peut-être même il y a ce qu'on appelle un late pledge, là, un financement après, à la fin du financement, si ça vous donne l'occasion de participer à cette campagne. C'était une de mes découvertes du mois. On continue avec une autre découverte, cette fois-ci en anglais. A Perfect Rock. C'est vraiment, vraiment chouette. J'aime beaucoup ce petit livret-là. C'est tout petit. C'est tout petit, mais c'est très beau. C'est un petit pamphlet. C'est créer des planètes à partir de roches. C'est un jeu de construction de monde, de science-fiction, destiné aux collectionneurs, collectionneuses de roches. Cherchez un nouveau foyer en explorant des planètes composées des roches, de gemmes, de cristaux de votre collection. Vous créez un explorateur et le monde natal sur lequel il habite, et vous découvrez les terres étranges, les cieux maudits ou la vie mortelle de chaque planète, et vous devez dans le fond vous débattre pour survivre. Et une fois tout exploré, vous choisissez une planète pour être votre nouveau foyer. Ils disent que c'est inspiré par The Outer Wild, Interstellar, Subnautica. C'est un jeu de rôle créatif qui tient sur une seule page. Et vous devez, dans le fond, collectionner vraiment, collecter des roches intéressantes de différentes tailles, de couleurs et de textures. Et vous devez vous assurer que celles-ci peuvent tenir sur la carte que vous devez, dans le fond, mettre en place. Et ensemble, que vous jouiez seul ou avec des collègues, vous devez définir de quelle espèce êtes-vous, à quoi ressemble votre planète d'origine, qu'est-ce que votre vaisseau générationnel, espèce de vaisseau qui permet de transporter l'ensemble de votre colonie vers un autre monde. Vous devez savoir votre nom, votre équipement, qu'est-ce que vous utilisez pour explorer, en quoi votre planète d'origine était parfaite pour vous, puis pourquoi est-ce que maintenant elle ne l'est plus, et qu'est-ce que vous avez apporté avec vous. C'est vraiment chouette. C'est vraiment original. Je trouve que ça vient un peu donner une certaine lettre de noblesse au concept d'un zine lorsque c'est très l'utilisation primaire d'objets autour de soi, que ce soit justement, là c'est des roches, mais par le passé j'avais déjà vu un zine où est-ce qu'il fallait vraiment percer au travers avec un crayon pour pouvoir traverser différents étages et différents endroits. Je trouve que c'est original, c'est rafraîchissant et ça revient aux sources du concept de quelque chose fait à la main, de quelque chose qui est fait avec les objets du coin et par le fait même ici, c'est des roches. J'y vais avec une prochaine découverte du mois. Cthulhu Eternal Downtime Events Generator. Il y a toujours des périodes d'inactivité entre les aventures et c'est un générateur d'événements de temps mort pour le jeu Cthulhu Eternal. Cthulhu Eternal, c'est un jeu de rôle minimaliste qui reprend justement le concept c'est vraiment à la sauce l'appel de Cthulhu, mais avec un autre système. Je ne le connais pas vraiment, je vais vous avouer. Le jeu utilise énormément d'illustrations faites avec de l'intelligence artificielle et ça ne m'attire pas du tout. Mais ils ont sorti un supplément qui s'appelle justement le Downtime Events Generator, qui n'est pas fait avec l'intelligence artificielle. Donc, j'ai décidé d'y jeter un coup d'œil, de voir qu'est-ce que je peux y trouver, qu'est-ce que je peux y dénicher. Et c'est vraiment, en fait, comme on peut l'imaginer, comme on le voit si souvent dans des suppléments plus médiéval fantastiques ou même d'autres styles de jeu, quelque chose qu'on voit peut-être moins souvent, justement, dans l'appel de Cthulhu et autres jeux du genre. Qu'est-ce qu'on fait de notre temps mort? Qu'est-ce que fait notre professeur renommé lorsqu'il n'est pas en aventure? Est-ce qu'il part en voyage, en recherche autour du monde? Est-ce que notre écrivain va traverser une crise nerveuse parce qu'il est mentalement fragile? Est-ce que la vie privée de notre enquêteur est simple et heureuse, tout simplement, ou plutôt prend-elle une tournure plus sombre et sinistre? C'est pour fonctionner avec tout type de campagne de Cthulhu, que ce soit Cthulhu Eternal ou autre jeu des années 1920, c'est l'ère du jazz et tout ça. Mais ça peut s'adapter justement à pas mal
pas mal de trucs si vous faites un peu de tri au travers. Pour moi, c'est cool. Je trouve que c'est vraiment un très bel ajout. C'est le genre de choses que j'aime énormément dans mes parties, surtout lorsqu'il y a des pauses entre des moments de jeu. Et c'est tout. C'est aussi simple que ça, mais c'est vraiment efficace. Puis c'est le genre de choses que j'aimerais en voir un peu plus pour différents types de produits. On y va avec une prochaine découverte, The Hamlet of Rotbrook. C'est très court, minuscule. Je pensais pas que ça allait être court de même quand je l'ai ouvert. C'est à peine comme 2 pages, je me semble, 2 pages et demie peut-être. Rotbrook, c'est un hameau. C'est pour Moss Ritter, le jeu de rôle où on incarne des souris. Mais Rotbrook, c'est un hameau avec des insectes, des limaces et des escargots. C'est niché à la base d'un arbre abattu et il prospère au milieu de la pourriture et de la décomposition. Il comprend un village avec 10 lieux détaillés pour Moss Ritter, 6 accroches d'aventure où vous pouvez en fait échanger, discuter avec les habitants de l'endroit, voir un peu qu'est-ce que vous pouvez y trouver. C'est court, c'est simple, c'est différent, puis même à la limite, on peut transposer ça aussi à d'autres jeux. Si, mettons, vous voulez que vos personnages se retrouvent dans un endroit où les limaces, les escargots et les insectes sont des créatures gigantesques, pourquoi pas? Prochaine découverte de la part de mon bon ami Raphaël Parent. Il s'agit de 26 A Sky Highland Heaven. Raphaël Parent qui est un auteur québécois, un designer, il fait de la mise en page, des beaux layouts, des petites aventures recto-verso, souvent en forme pamphlet, tout ça, que vous pouvez retrouver sur Itch.io. Bien entendu, tous les liens sont disponibles dans la description de cette vidéo. Et 26, en fait, c'est une de ses dernières productions, c'est une de ses dernières sorties. C'est, encore une fois, format pamphlet, recto-verso, et ça nous explique, ça nous présente une ville pour le jeu de rôle Vaults of Varn. Vaults of Varn que j'ai déjà parlé, j'en ai déjà parlé dans différentes vidéos, j'en ai déjà fait mention souvent. Et je pense même l'avoir présenté dans un trésor caché il y a genre 4 ans là, sur la chaîne, dans mes premières vidéos. Et c'est une espèce d'ambiance un peu post-apo, sur l'acide, limite un peu western, sci-fi, fantasy. C'est très étrange, Moebius, Jodorowsky, voyez un peu le genre. Et 26, en fait, c'est une ville frontière de Varn. C'est un havre en dehors de la portée de l'espèce de politique ou l'espèce de gestion autoritaire de Varn en soi, mais ce n'est pas à la portée des fauteurs de troubles. C'est un document qui comprend une courte histoire dans la ville, 6 accroches pour des aventures, 4 quartiers, 8 lieux, 6 personnages non joueurs et 3 changements possibles pour la ville lorsque les personnages vont revenir à celle-ci. Et ça, je trouve ça vraiment cool. C'est pas le genre de choses que je vois souvent dans des aventures lorsqu'on nous présente en fait un portrait global de quelque chose et de savoir qu'elle peut évoluer selon différents éléments à l'intérieur de celle-ci, selon les personnages qui s'y trouvent, selon en fait peut-être même les influences que vont avoir les personnages joueurs sur la ville en soi. C'est pour moi un gros bonus. Et encore une fois, bien, c'est de toute beauté. Un peu à la fois minimalisme avec des belles couleurs, des beaux petits dessins qui représentent les personnages non joueurs que les PJ peuvent rencontrer et bien plus encore. Donc, je vous conseille d'aller voir ça. Et bien, comme je l'ai mentionné, dans la description de la vidéo, c'est disponible. Maintenant, pour ce qui est, en fait, ça se termine un peu l'aspect lecture. Comme je vous l'ai dit, je ne sais pas mes mois les plus lucratifs, parce que j'ai lu surtout en août, même en août, juillet, début septembre, j'ai lu beaucoup d'Aliens. Je ne sais pas si vous avez vu ça passer, peut-être. Beaucoup d'Aliens. J'ai lu aussi beaucoup d'autres choses dont je vais parler sur la chaîne prochainement. Donc, ce ne fut pas mes mois les plus lucratifs en termes de lecture. Mais tout de même, je voulais prendre le temps de parler de l'actualité jeu de rôle. Parce qu'il y a plusieurs trucs qui sont en financement et dont je voulais en faire mention. En premier lieu, il y a la collection Max Brown, qui est un jeu d'aventure horrifique contemporain qui plonge les personnages issus du commun dans un monde surnaturel où d'anciennes créatures autrefois humaines se battent dans l'ombre pour le plus grand des prix. Vaincre la mort et vivre éternellement. Ce livre contient tous les outils pour jouer une histoire fantastique dans laquelle les héros voyagent aux 4 coins du globe pour chasser et étudier les artefacts. Ces objets maudits par l'âme de puissants immortels sont réunis dans un ouvrage recherché par tous, la collection Max Brown. Ainsi, la collection Max Brown, c'est un jeu d'aventure horrifique de Pierre Saliba, publié chez 2D Sans Face. Le système de jeu est en format deck building, ce qui est vraiment très original, très différent de ce qu'on peut connaître. Ça se nomme le voile de Laerte. Ça tire son inspiration, et là, attention, il faut que je le lise parce que c'est pas quelque chose que je connaissais du tout, de la théorie des fonctions narratives développée par Vladimir Propp dans son essai de narratologie, Morphologie du conte de 1928.
Par fonction, nous attendons l'action d'un personnage définie du point de vue de sa signification dans le déroulement de l'intrigue. Dans la collection de Max Brown, la structure narrative est soutenue par une unité fondamentale du récit nommée motif. À travers cette mécanique de jeu originale basée sur l'utilisation d'un paquet de cartes, eh bien, les personnages, situations et lieux sont représentés par une somme de motifs qui reflètent les éléments pertinents dans la narration. Wow! J'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça en jeu de rôle. Et juste pour ça, je trouve que c'est extrêmement charmant. La campagne de financement se termine, si je ne me trompe pas, c'est le 3 octobre. Donc, au moment où cette vidéo va être publique, vous allez encore avoir l'occasion de participer au financement. Ce que je vous conseille fortement de faire, si vous n'avez pas le budget, il y a également aussi simplement une petite obole pour Charon si vous voulez seulement offrir un petit dollar pour pouvoir soutenir le projet ou même avoir le tout en PDF, c'est également disponible. Pour ma part, je vais assurément participer au moins pour la version PDF. Je ne sais pas combien ça va coûter. Je n'ai pas vérifié encore pour le shipping au Canada, le grand pays froid, mais j'aimerais bien pouvoir jeter un coup d'œil à qu'est-ce que ce jeu propose parce que juste la prémisse, je trouve que c'est très intéressant. Même si à la base, concept d'un... J'ai déjà mentionné en plein de vidéos, l'aspect un peu plus... je suis très conservateur dans mon fonctionnement de dés. J'aime ça juste lancer des dés ou juste regarder des gens lancer des dés. Et quand un jeu me propose une autre mécanique de base, je suis tout le temps un peu... je sais pas trop où me placer. Mais des fois, je fais des belles découvertes. Et ça va peut-être être le cas avec la collection Max Brown, ça reste à voir, mais je ne peux pas en dire plus pour l'instant. Nous continuons ensuite avec Les Gardiens de l'Éther, boîte de base en souscription à partir du 8 octobre sur Game On Tabletop, publié chez Odonata Éditions. Les amis qui m'ont fait parvenir les jeux de Sapa Inca et Les Gardiens de l'Éther, c'est absolument tout autre chose. C'est un univers space fantasy dans lequel vous incarnez un chaman qui est accompagné de son gardien, un être surnaturel venu d'une autre dimension. Que vous soyez héros ou vagabond, vous devez vous laisser guider par vos visions chamaniques et tenter de restaurer l'équilibre entre les mondes humains et spirituels, mais dans un contexte fantasy, sci-fi, dans l'espace. Vous devez vous rendre dans un univers où les peuples humains ont perdu l'histoire de leur origine et se retrouvent bouleversés par la résurgence, j'ai de la misère avec mes mots aujourd'hui, de l'ancienne technologie revenue d'un lointain passé. Alors que certains voient le début de la décadence et de la corruption, d'autres espèrent que la technologie saura mettre un fin au règne des gardiens. Et pour vrai, ça me titille énormément. Énormément. Pour plusieurs raisons. Déjà, la prémisse est super originale. C'est vraiment différent de ce que j'ai pu voir en jeu de rôle. Ça me fait penser à plusieurs bandes dessinées francophones que j'ai déjà lues il y a de ça très longtemps. Mais on dirait que j'essaie de me retrouver les titres, mais ça me revient pas vite comme ça. C'est comme on a dit en anglais un fever dream. C'est comme un rêve éveillé. J'ai l'impression de revivre des événements du passé, mais c'est absolument nouveau. Avec un univers qui est original et des dessins qui sont de toute beauté, des dessins super beaux qui me font penser un peu à Nausicaa à certains endroits, Nausicaa, la vallée des vents. Vous êtes un chaman de l'espace, tu sais, quoi demander de plus? Pour l'instant, c'est ce que je sais sur le jeu. Sinon, justement, qu'il est disponible en financement à partir du 8 octobre sur Game On Tabletop. Je vais aussi mettre le lien dans la description de cette vidéo. Mais par contre, j'ai eu l'occasion, j'ai reçu le livret d'initiation, l'espèce de livret de découverte du jeu, et je vais prendre le temps de le lire. Je vais prendre le temps de le lire et de faire une vidéo dessus parce que ça me tente vraiment beaucoup de découvrir les Gardiens de l'Éther, de voir un peu qu'est-ce que propose cet univers exclusif, ce nouvel endroit exploré, incarner des chamans de l'espace. Très science fantasy comme je peux l'aimer. Ça vient titiller un style de jeu que je vois pas souvent, mais que j'apprécie énormément lorsque j'ai l'occasion de m'y pencher. Et on y va avec une dernière annonce concernant les sorties et financements. Il s'agit de Arceus Adventure, que j'ai déjà mentionné en fait dans ma dernière vidéo découverte où est-ce que j'ai eu l'occasion de lire le livret d'initiation, l'espèce de kit d'initiation qui était ouvert, une ambiance 1930 flamboyante, avec une campagne prête à jouer, vraiment très pulp, aventure, avec un gros côté historique, bien informé, que j'ai trouvé super intéressant à lire. Et Arceus Adventure, en fait, cette fois-ci, revient pour de bon en financement participatif à partir du 25 septembre, donc au moment où cette vidéo sera disponible pour tout le monde. Le financement a recommencé. Les liens vont dans la description de cette vidéo. Si vous voulez en savoir plus, je vous conseille d'aller voir mes mentions que j'en fais lors de ma vidéo du mois, découverte du mois il y a 2 mois. Mais jetez un coup d'œil à ça.
très très cool, très original aussi. Encore une fois, un système de jeu qui déloge du lancer de dés classique. Mais moi, j'ai été vraiment charmé autant par le visuel que le fond, que l'approche, que l'originalité de l'ensemble de l'œuvre. Donc, c'est ce qui conclut un peu mes vidéos découvertes du mois. C'est un peu dans tous les bords et tous les côtés, et aussi l'actualité et annonces de financement. Comme je l'ai mentionné, beaucoup de choses sur la chaîne qui s'en viennent, beaucoup de choses aussi en dehors de la chaîne qui s'en viennent, mais qui sont en lien avec le monde rôliste. Je vais en parler assurément dans une vidéo prochainement. En fait, vous avez probablement... je dis ça comme si c'était vraiment un gros secret, mais si vous suivez la chaîne et si vous suivez mes réseaux sociaux, vous devez le savoir peut-être un peu. De quoi est-ce que je parle? Ça commence par un H, puis après ça, il y a un L dans le deuxième mot. C'est horreur liminale. Ça, je vais en parler prochainement. Donc, on se dit à très bientôt. Merci encore pour vos commentaires, retours, effets positifs, effets négatifs. Lancez-moi. On dirait que je suis comme en train de jouer un jeu de rôle. Je dis même pas des vrais mots. On dirait que je pourrais dire n'importe quoi pour finir cette vidéo-là, mais j'ai pas le goût. Juste le goût de vous dire encore une fois merci. Merci pour le soutien que vous nous donnez depuis maintenant plusieurs années. Et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir!